Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, comment allez-vous? Aujourd'hui, une chronique unboxing comme je les aime pour un item que j'attends depuis longtemps et que je savais pas que j'attendais depuis longtemps. Parce qu'en fait, si on recule aussi loin qu'on peut sur l'histoire de la race humaine, le but premier, je pense, de l'être humain est de réussir à reproduire en format miniature une machine d'arcade. Et c'est après 40 000 ans d'évolution qu'on y est enfin arrivé. C'est pas rien. Et on est là pour vivre le moment, vous et moi. Quand je suis revenu, à un moment donné, en 2003, de vivre en Tunisie, je vais en Tunisie, anyway, on en parlera plus tard. En défaisant mes boîtes à mon retour, je suis retombé là-dessus, qui est un Digital Derby de Tommy, qui a connu quand même beaucoup de succès. C'est un jeu électromécanique qui cherche à émuler les jeux électromécaniques du type de Chicago Coin, qui ont fait beaucoup de jeux électromécaniques extraordinaires, tels que Speedway. Alors, ça, c'était une manière de vouloir reproduire l'expérience d'arcade électromécanique des machines des années 70. Alors, il s'agit, pour ceux qui ne savent pas, de deux bandes d'acétate qui tournent avec du visuel de petites voitures. Et nous, on a une petite voiture ici en plastique qu'on peut faire aller de gauche à droite. J'ai-tu des batteries dedans? Je pense pas. Ah oui! Ah, ok. En tout cas, anyway, on a un contrôle de vitesse, on a un timer et on a en fait une progression en kilomètres et on a un timer ici. Et il faut faire aller la voiture de gauche à droite et on peut faire aller plus vite si on veut, ralentir et éventuellement on fait une collision et ça fait du bruit. Ah oui, c'est vrai, une fois qu'il est démarré, il faut attendre que le timer s'arrête. Ou qu'on enlève les batteries. OK. Alors, où est-ce que je m'en vais avec ça? Eh bien, il y avait eu une autre tentative, beaucoup moins connue, de Tommy, de réussir à reproduire les arcades électromécaniques avec le Daring Driver, qui est une version encore vraiment plus extraordinaire que le Digital Derby, parce que, encore une fois, il y a une lumière qui s'allume, on ne pourra pas le voir lui, je vais faire une vidéo éventuellement là-dessus. Mais ça réussissait vraiment à bien émuler le concept d'une arcade et ça commençait à prendre même la forme d'une borne d'arcade. Après ça, par la suite, il y a eu ce qui a connu énormément de succès, c'est les fameux Coleco Tabletop qui ont cherché à émuler Pac-Man, Miss Pac-Man, Donkey Kong, Galaxian. Il y en a beaucoup, il y a eu même des Nintendo, Popeye, Snoopy et ainsi de suite. Et c'était des Visual Fluorescent Display, VFD. Alors là, à ce moment-là, on essayait d'émuler vraiment l'électronique. Parce qu'il faut se dire qu'il y a comme 4 gros bloqueurs qui menaient à avoir le produit qui est juste là, que je vais vous montrer dans un peu de temps, que vous savez c'est quoi, parce que c'est le titre de la vidéo. Mais avant d'être capable de se rendre là, il fallait réussir à répondre à 4 grosses contraintes. La première, c'est évidemment l'électronique. Être capable de refaire exactement la même expérience qu'à l'arcade. Ça, étrangement, ça réussissait presque parce que la borne d'arcade n'avait pas d'électronique, avait des relais, puis il réussissait vraiment à hyper ultra bien émuler le concept électromécanique. Mais quand est arrivé l'électronique, ça commençait à être beaucoup plus difficile de faire des machines portables à la maison qui émulent vraiment l'effet de l'arcade. Alors ça, c'est le genre d'écran que je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas eu plus des VFD. Le LCD l'a emporté dans tout ce qui est console portable, donc d'une gris foncé et vert comme image, alors qu'au moins le VFD, ben, il y avait des couleurs, comme dans ce cas-ci, c'était rouge et jaune, et une trame sonore des plus insupportables. Si seulement il y avait une switch pour le mettre ça off. Mais ça a connu énormément de succès, sauf que c'était très très loin de l'expérience d'arcade. On s'entend. Alors, pour en revenir à mes contraintes, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait suffisamment de miniaturisation pour être capable de faire une émulation parfaite du jeu d'arcade. Encore là, c'est pour ça que je le garde jamais très loin, lui. Q*bert, dans tous ceux qui ont été faits à cette époque, est selon moi celui qui émule le mieux l'expérience d'arcade. Parce que c'est pas un tableau qui a du scrolling, qui demande beaucoup d'un gros refresh rate. Le Galaga, c'est vraiment très très loin de l'expérience d'arcade en version miniature, mais elle, c'est celle qui s'en rapproche le plus. Alors c'est ce qu'il avait réussi à faire, selon moi, de mieux à l'époque dans ce type-là.
Mais après ça, une fois que tu réussis à avoir la technologie pour être capable de faire exactement la même techno, alors il y a eu la techno éventuellement dans les années 80, c'est le Game Boy original avait quand même suffisamment de puissance pour être capable d'émuler justement une game comme, selon moi, Pac-Man. Mais après ça, il y avait deux autres gros bloqueurs, c'est-à-dire l'écran et les batteries. Alors, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on réussisse à faire non seulement des écrans qui sont fidèles à l'original, qui offrent une très bonne résolution, mais aussi des batteries qui sont capables de donner une durée de vie intéressante à tout ça. Si on se rappelle, le Game Gear et le Nomad étaient des consoles portables qui te bouffaient des batteries AA dans un temps record. C'était pas le temps de jouer à des RPG avec ça. Alors, il a fallu attendre éventuellement qu'ils sortent, par exemple, selon moi, le PSP, quand il est sorti comme console portable, a été vraiment une grosse révolution en termes justement de... Il y a la puissance, il y a l'écran et il y a les batteries. Alors, on avait vraiment une console portable avec un écran tout simplement sidérant et une qualité vidéo extraordinaire. Et une durée de vie batterie quand même honnête, qui avait quand même du bon sens pour lithium-ion. Et par la suite, pour être capable d'arriver à avoir ce produit-là, le quatrième facteur qui est important, ben, pour que l'objet existe, il faut qu'il y ait une demande. Et c'est vraiment dans une époque comme aujourd'hui où il y a énormément de gens qui capotent, qui font un retour incroyable à la machine à boules et à l'arcade, qui fait en sorte que là maintenant, on a les quatre éléments qui se rejoignent enfin pour justifier l'existence de ce produit-là. Alors, je parle encore une fois de la puissance de l'écran, des batteries et de la demande. Alors, il y en a une quantité phénoménale en ce moment sur le marché. Okay? Il y a vraiment... C'est incroyable comment ils en sortent des... Puis il y a encore aujourd'hui avec même un écran LCD super cheap. Il y en a des mini avec un écran couleur qui est un peu plus honnête, mais c'est pas encore parfaitement une très bonne émulation. La forme n'est pas fidèle à l'original, ça se colle pas du tout en fait en termes de design. Ça va un peu de tous les sens. Et puis tu as cette compagnie-là qui s'appelle carrément Replicate Amusement, qui sont dit qu'ils allaient faire des versions 1/6, mais des répliques parfaites de l'arcade originale. Pour vraiment dire, ok, c'est plus genre une console portable, c'est carrément de la maquette, c'est du collectible, c'est une reproduction la plus fidèle possible. T'en as même une version 1/4 faite par Numskull. À Numskull, ils ont fait entre autres Pac-Man, il me semble qu'ils ont fait Galaga, tu sais, ils font vraiment les plus gros classiques. Qu'est-ce qui m'a poussé à acheter celle-là? C'est surtout le fait que en ce moment, Replicate ont sorti à peu près 4 différentes machines. Ils ont sorti, si je ne me trompe pas, la Centipede, la Dragon's Lair, la Street Fighter 2 et la Tempest. Et même s'ils sont super belles, ils travaillent vraiment très fort, je considère que c'est pas nécessairement les modèles que j'ai envie de m'acheter pour tout simplement le concept de la jouabilité. Parce que c'est super cool, cute puis hot en version 1/6. Sauf que par exemple, Centipede, pour en avoir eu une, je suis désolé, pour que ça soit vraiment le fun, Centipede, ça prend une trackball de 3 pouces là, pour être capable d'avoir du fun. Alors en version miniature, ça devient juste un item de curiosité parce que je pense pas que tu peux avoir du gameplay de plusieurs heures sur Centipede en version 1/6. Même chose avec Tempest qui demande énormément de doigté et de précision. Dragon's Lair, c'est une des machines qui s'y prête le mieux, mais j'en ai une version déjà assez bien jouable. Si je veux jouer à Dragon's Lair, je l'ai en version DVD. Okay? C'est assez proche de l'original. C'est pas encore vraiment... T'as pas l'expérience cabinet, mais c'est correct. Street Fighter 2, est-ce que j'ai besoin vraiment de dire à quel point ça doit être très difficile de faire du Shoryuken Hadouken? Alors, Astéroïde est celle sur laquelle je me suis arrêté parce que, premièrement, la borne est simplement magnifique. J'adore la borne. J'ai déjà restauré 2 astéroïdes jusqu'à maintenant. Même si c'était des bootlegs, je trouvais que c'était des très bons bootlegs, très bien faits. J'ai toujours trouvé la borne magnifique. Alors, c'est un bel item. Mais aussi, Astéroïde, je considère que même à l'état réduit, reste, selon moi, une des games qui va être encore facilement jouable. Parce que si on se remémore bien, Astéroïde, c'est des boutons. Uniquement des boutons, 5 boutons. 2 boutons à gauche pour aller pivoter, rotationner gauche-droite.
2 boutons à droite, un pour Thrust et l'autre c'est pour tirer, et tu as le Hyperspace. Alors je considère que c'est le produit avec lequel je risque le plus de m'amuser dans toutes les replicates qui ont été faites. Ils vont en sortir encore plein d'autres, mais c'est sur celle-ci que j'ai arrêté mon choix. Et je dois avouer que je l'ai déjà déballé. Ah, ouais, j'étais un peu trop excité. Mais j'ai décidé de revivre l'événement exactement onomatopée par onomatopée à chaque étape pour vous remettre dans le bain dans lequel j'étais au moment de l'ouverture de cette machine. Le spectacle commence. Alors, simulons l'ouverture avec un X-Acto. On ouvre la boîte et le packaging est tout simplement extraordinaire. Ils ont travaillé fort. Aussi, je dois mentionner, ok, je fais durer le plaisir, hein. Quoi ça, vous êtes-vous pressés, vous autres? Je suis quand même surpris que le produit de la boîte est carrément hyper ultra bien identifié sur la boîte de transport. Je fais confiance au service postal, ça. Ça, il n'y a pas de misère avec ça, là. Sauf que je n'étais pas là quand UPS est venu me le porter. Ça fait que j'ai eu un petit papier. Il a fallu que j'aille le chercher dans un comptoir UPS, dans un petit dépanneur, où ce que c'était vraiment miteux, puis plein de boîtes empilées une par-dessus l'autre, puis tu sais pas dans ce dépanneur-là qui passe, quand est-ce qu'il n'y a pas un commis qui va être en arrière en train de remplir le code, puis quelqu'un passe, puis ramasse un colis, puis que, tu sais, c'est genre... Bref, j'étais comme nerveux de me faire « Oh, ok, on le sait bien que c'est ça, hein? » Alors, je suis content qu'il se soit rendu jusqu'à moi. Parce que du vol de colis, ça existe. On en parlera plus tard. Ou peut-être pas. Anyway. Alors, je trouve ça très cool que, de un, dans la boîte, il y a une boîte où ce qu'il émule, genre, la boîte originale de transport. Sûrement, quand tu recevais une arcade dans les années 80, peut-être d'Atari, est-ce que ça ressemblait à ça? Ben, j'aime à penser que oui, parce que non seulement il y a toutes les indications, mais il y a même, justement, les informations de la borne originale de Astéroïde, qui est de 25 pouces écart par 25 pouces écart par 32 pouces de profondeur. T'as une minute, ça? 25 pouces écart de hauteur, 25 pouces écart de largeur, puis 32 de profondeur. Ah, ok, genre, de même, là. Ok. Anyway, mais ils disent que c'est drôle, ils mettent les dimensions 64 cm. J'ai pas 64 cm. C'est pas 64 cm, ça. Puis ils disent 313 livres. Alors, un poids de 313 livres. Mais c'est quoi ces dimensions-là? Parce que là, j'ai pas 20... C'est pas 2 pieds, là. J'ai pas 2 pieds là-dedans. Weird. Anyway, continuons avec mon semi-faux-déballage. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? J'ai un petit peu fouillé pour savoir comment la boîte s'ouvrait avant que je comprenne que c'est le rabat ici qui s'ouvre avec un petit collant. J'aurais aimé le collant qui s'ouvre. Et qui donne accès, cette fois-ci, à la boîte de l'item. On se croirait au Japon tellement on est suremballé, non? Parce que déjà là, en plus, cette boîte-là est emballée dans un papier cello. Alors, oh, trop d'excitation, j'ai défait le cello. Ah oui! Cool! Woo! Qui aurait cru que c'était ça qui était à l'intérieur? Un hauteur de 12 pouces. Tu vois, ici, ça fait un peu plus de sens, s'il vous plaît, dehors, on se calme. Et la boîte est vraiment magnifique. 40 Asteroids. Est-ce que c'est pour le 40e anniversaire de Astéroïde? Astéroïde de 40 ans? Nom de Dieu, Smarty! 40 ans. Et l'affaire que je trouve vraiment très cool, la confirmation ici, c'est qu'on voit la listing des machines que Replicate ont fait jusqu'à maintenant et la silhouette de celle à venir. Et j'ai goût de faire une petite pause pour voir qu'est-ce que ces silhouettes-là représentent comme machine, juste pour se donner un petit avant-goût de qu'est-ce qui nous attend du côté de Replicate. Attendez-moi 2 minutes. Je suis allé sur Internet voir, entre autres, il existe un fichier qui liste énormément de silhouettes de cabinets d'arcade classiques. Et en me fiant sur les dessins, j'ai réussi à en identifier 3 sur les 5. La prochaine à suivre, après l'astéroïde, j'ai vraiment aucune idée. Alors, si vous êtes capable de me dire dans les commentaires, d'après vous, c'est quoi? Ça a un look un peu sprint peut-être, ou je sais pas quoi, mais j'en doute fortement, là. Sinon, la deuxième ici, c'est clairement Missile Command qui va suivre par la suite. La troisième ici, selon ma charte, le cabinet qui s'y rapproche le plus, c'est Dragon Spirit, le top shooter de Dragon, top view.
Shoot 'em up, ok. C'est pas ce que j'aurais mis dans la liste des plus classiques, mais ok. Celle qui va suivre, c'est la fameuse silhouette qui a été utilisée, entre autres, pour Centipede, Arabian Kangaroo et Dig Dog. D'après moi, je suis pas mal sûr que ça va être une Dig Dog. Je serais surpris que ça soit Kangaroo ou Arabian. Et la dernière, aucune idée. Je suis vraiment pas capable. Je ne puis réussir à l'identifier parce que elle ressemble un peu à celle de Dig Dog, là, mais... mais non! C'est Pole Position! Ah, je viens de le voir! C'est Pole, ça va être la dernière prévue, c'est Pole Position sur cette série-là. Ok, cool. Nice! Allez! Ceci étant dit, simulons à nouveau l'ouverture. Qu'est-ce qui me réserve comme surprise encore? Ah! Alors, pour avoir eu à faire de l'emballage dans ma vie pour différentes sortes de produits, ça c'est parfaitement le genre de truc que j'aurais vraiment trippé à avoir à développer. Là, c'est une belle expérience de déballage, je dois l'avouer. Alors, un petit styrofoam ici qui camoufle la machine avec son câble USB. Après ça, ça c'est hot. Ça c'est très cool parce que il travaille très fort. Entre autres, j'ai mon amie Julie qui elle a acheté la Dragon's Lair. Et dans la Dragon's Lair, ils ont fait une reproduction du lecteur Laserdisc, du disque. Et ils mettent même des petits jetons. Tu as même des petits jetons pour mettre dans ta machine. Et ça c'est malade. Une reproduction du art alternatif pour le panneau de contrôle fait par Willis. Willis c'était une compagnie qui faisait des panneaux de contrôle, du visuel pour des contrôle panels d'arcade. D'ailleurs, j'avais utilisé un Willis pour faire la Zaxxon. Et si je voulais, je pourrais mettre un Willis sur ma Asteroid. Je ne crois pas. Le manuel d'instruction que je n'ai pas encore ouvert. Ah ben tabarouette! Regardez-moi ça. Dans le manuel d'instruction, puis en l'ouvrant, il identifie tout de suite que la prochaine à suivre, c'est 1942. Nice! 1942 qui va suivre. Cool. Et on a les instructions qui sont en fait compte juste quelques pages déclinées en plusieurs langages, donc français, espagnol, anglais. Oui, sûrement que je pourrais lire ça éventuellement, mais pas maintenant. Allons au vif du sujet, la machine. Quel suremballage, c'est magnifique. Mais quoi de mieux, on peut vraiment dire qu'il n'y a aucune crainte que le produit arrive en parfaite condition dans nos mains. Et le truc pèse quand même, hein? Tiens, j'ai le goût de le peser là. Alors, on a affaire à un produit de 1,2 kg. En fait, c'est 1172 grammes, mais je vais arrondir ça à 1,2 kg. Une des raisons, entre autres, aussi pourquoi je l'ai ouverte d'avance, c'est que la machine est déjà chargée parce qu'elle est arrivée sans batterie et elle est magnifique. C'est vraiment une superbe reproduction de l'arcade. Et ils se sont permis des petites libertés, comme bien sûr, la machine originale n'avait pas un gros bouton avec un ajustement de volume à l'arrière. Et ça aussi, c'est étrange, une espèce de faux système de verrouillage à l'arrière pour le haut-parleur. Il n'y avait pas ça. Alors, ils se sont amusés de mettre ça. Le port de charge juste ici, le petit sticker New Wave Toys et... nice, c'est des Limited Edition, c'est la 1317e de 3500. Cool, cool, je savais pas. Limité à 3500 donc. Pas tant que ça. Et je vais vous l'approcher pour que vous puissiez plus être à même d'apprécier la reproduction du bouton et les petits détails comme les boutons en cône Atari. Et on va de ce pas ouvrir la machine. Combien de temps il faut peser sur Power pour que ça ouvre? OK, elle allume. Avec le marquee, les boutons Start qui allument, l'écran. Et même le bezel avec le carton qui embarque par-dessus. Parce qu'originalement, justement, le bezel cartonné embarquait sur l'image. Évidemment, ce n'est pas un écran vectoriel. Ça aurait été beaucoup trop insane d'avoir un écran vecto. Alors, c'est un bitmap. Mais sa résolution est suffisamment haute pour que, franchement, là, on ne voit pas vraiment de différence. Et
Sérieusement, c'est très très cool. Juste le fait d'avoir mis même la Coinda originale qui s'ouvre. Et la Coinda est en métal. Et à l'intérieur, en fait, on se remarque que les boutons ici... Oui, il y a un attraction loop avec du son. Puis franchement, le son est pas mal. Quoique je l'ai mis au maximum, là, ça joue pas super fort. Il n'y a pas de prise pour être capable de mettre ses écouteurs. Ça aurait été peut-être intéressant pour une meilleure... mais ouais, le marquee illustre bien. Le noir devient peut-être un peu trop gris. J'aurais mis une deuxième couche de noir dessus là, pour être sûr que ça contraste mieux. Mais on va s'installer de façon à ce que vous puissiez voir le gameplay. Alors, on ajoute des crédits en appuyant sur le bouton juste ici. À partir du moment que ça dit Push Start, on commence la partie. Et franchement, c'est super réussi. Je pense que c'était vraiment le bon choix, parce que si je voulais une machine que je sais que je vais avoir du plaisir à jouer en version miniature, c'était celle-ci. Hop, 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 hop. Où est-ce que tu vas, toi? Yeah! Got it! Whoop! Hyperspace! Ah, zut! C'est cool, hein? Franchement, là, je suis content du génie humain qui, après 40 000 ans, a enfin réussi à nous offrir du divertissement à domicile équivalent à celui des salles d'arcade. Ça a valu la peine d'être patient parce que c'est une réussite. Merci beaucoup, Replicade. Ah, merde. Et voilà, game over. Franchement, là, ils ont fait du super ultra beau boulot. Alors, si je m'amuse pour le fun à mettre mes initiales, Dr. J, Greg, and here we are. Alors, voilà, vous en pensez quoi? Moi, je suis complètement comblé. Ça va avoir une super belle place dans ma collection de machines. Et je tiens à mentionner une affaire intéressante, c'est que le boîtier n'a absolument aucune vis à nulle part. Il n'y a aucune manière d'ouvrir le truc. Je peux sentir un petit peu que c'est si j'applique des forces sur les côtés. Je sens que les panneaux de contrôle sont comme appliqués sur les côtés. Ils doivent être clippés. Et il y a un tout petit mini-jeu de rien. Je ne sais pas à quel point c'est accessible pour être capable d'ouvrir ça et de voir comment c'est fait. Peut-être qu'il y a des vis accessibles si on enlève le sticker, mais pour être franc, là, il y en a qui font ça, là, qui gottent leur item après seulement quelques minutes de sortie de la boîte, et moi non. Je suis parfaitement satisfait qu'il y ait uniquement Astéroïde là-dedans. J'ai pas envie de le hacker puis de mettre un multijeu. De toute façon, tu sais, avec le pattern de boutons qu'il y a, je ne commencerai pas à mettre une manette pour jouer à d'autres jeux ou des trucs de même. C'est Astéroïde, c'est une réplique exacte, à l'échelle 1/6, et ça me convient parfaitement. Sur ça, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, restez à l'écoute, et d'autres gros projets de restauration s'amènent, mais en attendant, j'avais besoin d'en faire un petit review d'unboxing sur ce produit qui m'a pris par surprise. À la prochaine!